3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Brault est avec nous, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bienvenue à Eric Venet également qui est avec nous ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et Gilles Guibou nous accompagne également ce soir. Bonsoir Gilles. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable des actions européennes d'AXA IM. Pour décrire un peu la situation de marché, je serais bien rentré dans la discussion à travers le discours d'une entreprise comme Target sur le marché américain. Deuxième warning en 3 mois, donc on est dans le monde de la grande distribution. Target avait déjà averti il y a moins d'un mois, je crois le lendemain de l'avertissement de Walmart, qui avait été quand même des gros avertissements surprises pour le marché. Les titres avaient dévissé de 15-20% sur ces nouvelles-là au cours du mois de mai. Deuxième avertissement pour Target, il semble qu'il y ait un sujet de gestion des stocks. Est-ce que c'est spécifique à Target ? Est-ce que c'est une problématique qu'on va retrouver dans d'autres secteurs, dans d'autres entreprises ? La gestion des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de valeur, ça a été clé évidemment pendant la période pandémique, quand l'offre était fermée. Maintenant, on sent que c'est le changement de comportement du consommateur, le niveau de la demande qui explique peut-être en partie ces problématiques de stock là pour ce type d'entreprise aujourd'hui. Alors je pense qu'effectivement, sur la problématique des stocks, il faut séparer entre les entreprises industrielles et les entreprises qui sont plus liées à la consommation. Dans celles qui sont liées à la consommation, ce que met en avant Target dans son communiqué aujourd'hui, c'est une transformation en fait de la nature de la demande. Ce qu'on est en train de voir, c'est que l'inflation qu'ont dû absorber, et c'est les ménages américains, mais c'est les ménages qui ont absorbé toutes ces hausses de prix, puisque ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, c'est que ces hausses de coûts, les entreprises ont été en mesure de transférer ces hausses de coûts à leurs clients finaux, à tous les niveaux de la chaîne de production. Donc c'est bien finalement le ménage qui a absorbé toutes ces hausses de coûts. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que le ménage moyen a vu son pouvoir d'achat entamé par ces hausses de coûts. Et donc ce que met en avant Target, c'est que effectivement, ils ressentent une transformation de la demande. Ils avaient fait état lors de leur premier profit warning il y a quelques semaines, d'un déplacement de la demande vers des produits un peu plus d'entrée de gamme. Ouais. Ils confirment ça. Ça veut dire 2 choses pour eux. Ça veut dire qu'effectivement, potentiellement, il y a un panier moins important, qu'il y a moins de marge à venir peut-être pour eux, mais que du coup, ils ont fait des stocks sur des produits qui sont plus les bons, qui se vendent plus. Ça. Et ça, c'est un tout petit peu la crainte qu'on a et qu'on n'a pas vu encore se matérialiser en Europe. C'est que l'inflation, à un moment donné, va mordre sur le pouvoir d'achat et donc va sans doute contraindre les dépenses des ménages. Alors l'inflation a été moindre en Europe, mais néanmoins, avec des hausses de l'ordre de 5 à 8% pour l'Allemagne, 5%, c'est quelque chose qu'on pourrait voir se matérialiser, d'autant qu'aux États-Unis, il semble, quand j'écoute les économistes, qu'on soit pas très loin du pic d'inflation. En Europe, on n'y est pas. Non. Donc effectivement, il y a des questions à se poser sur la capacité des ménages à consommer dans un environnement inflationniste. Mais d'un point de vue micro, c'est le schéma Target, on risque de le retrouver dans d'autres entreprises, encore une fois, d'autres secteurs. C'est d'avoir des entreprises qui se mettent à restocker, voire à surstocker, parce que la géopolitique mondiale fait qu'aujourd'hui, il faut peut-être stocker un peu plus que ce qu'on faisait quand on pouvait vivre à flux tendu. Elles vont se retrouver avec ces surstocks au moment où on aura à minima des interrogations sur la capacité de la demande à tenir encore plusieurs mois. Alors c'est possible, sachant que dans les surstocks, il faut quand même faire attention. Il y a aussi des surstocks qui peuvent être liés à des attitudes un peu plus tactiques, qui ont fait face à c'était pour faire suite à une disruption qu'il y a pu avoir dans les chaînes d'approvisionnement. Oui. C'est-à-dire là, on va un petit peu surstocker pour être sûr de pouvoir produire. Et donc on a au niveau des entreprises industrielles une volonté de soit surstocker pour pouvoir continuer à produire et se prémunir contre non seulement des hausses de prix, mais surtout contre des disruptions. Parce qu'en fait, une entreprise qui n'arrive plus à produire, potentiellement, ça lui fait quand même gonfler ses stocks. Je crois que c'était Iveco qui a rappelé qu'aujourd'hui, ses stocks étaient montés, mais pas des stocks de matières premières. De produits quasi finis, parce qu'en fait, il leur manquait des composants. Il manque la pièce qui fait qu'on ne peut pas et donc on terminer le produit. Qu'on ne peut pas terminer, et donc on ne peut pas enregistrer la vente. Ouais. Donc on a intérêt dans ces cas-là à se dire je vais stocker un tout petit peu plus en amont ces matières premières pour pouvoir continuer à écouler mes ventes, parce que sinon, en fait, je vais stocker du produit semi-fini, et finalement, ça a un coût pour l'entreprise plus important. Donc, il faut être un peu plus granulaire. Ce qui est vrai, c'est que de toute façon,
ces hausses de stock un petit peu généralisées, ça devrait peser un petit peu sur les marges des entreprises. On l'a un petit peu vu dans certains secteurs au premier trimestre. Nicolas, effectivement, la gestion des stocks, alors je le disais, c'était déjà un élément clé pendant la période pandémique avec les problèmes d'offres. Ça le reste, avec en plus désormais l'interrogation de la demande. Où se portera la demande du consommateur demain en fonction de mon industrie, de mon secteur? Ça a été très bien résumé par Gilles. Il est logique dans le contexte qu'on connaît que le consommateur soit le maillon le plus fluctuant. Donc là, le pilotage de la demande future, c'est l'objet évidemment de la conduite de toutes ces entreprises-là, directement face aux consommateurs. Mais partout, en fait, on a un effet mémoire de la pandémie. La première phase, la sortie de la pandémie, et donc il y a une crainte absolument dans tous les segments, jusqu'au segment industriel, de avoir des stocks, ça coûte. Ouais. Ne pas avoir de stock, c'est perdre une opportunité quand le marché est là. Ouais. Et donc, ça va être extrêmement subtil. Ouais. Alors, encore une fois, dans un premier temps, c'est face aux consommateurs, je pense qu'il y a le plus d'éléments de surprise. Quand on voit la chaîne de l'aéronautique, pour partir très loin du consommateur, et qu'on lit que dans un avion, il y a 3 millions de pièces, la subtilité de la supply chain, qui est un sujet constamment évoqué par le management de Airbus ou de Boeing, c'est absolument passionnant. Alors, comment est-ce qu'on se prémunit de tout ça ? Des gens qui ont en général pris plutôt un temps d'avance, qui ont plutôt un niveau d'intégration important. Mais évidemment, il n'y a pas de secret, ça va être un des sujets centraux de la période de publication. Une fois de plus, ça fait maintenant 18 mois qu'on est avec ces problématiques de supply chain. Alors le lien que vous faites, évidemment, c'est sur la tendance de consommation générale et en quoi la tendance, le contexte inflationniste mord sur le... Là aussi, c'est difficile. Le consommateur est atteint, mais les réserves... en fait, le consommateur est déprimé, mais il a un pouvoir de dépense, d'épargne et d'achat. Je cite les mauvaises nouvelles, en tout cas Walmart et Target qui ont eu des messages assez négatifs, mais à côté de ça, on a eu Home Depot jusqu'à présent qui nous dit tout va bien, le consommateur est solide. Même discours chez McDo, là c'est des messages qui ont été passés à l'occasion des publications de résultats du premier trimestre. Chez Costco, alors là on est dans le discount, le grossiste ou semi-grossiste pour les particuliers, là aussi, pas de problème. Très variable, d'un positionnement à l'autre, effectivement, les messages sont assez variables. Et donc, la saison des résultats deuxième trimestre sera une saison de risque important, parce que jusqu'à présent, le problème n'a été décalé, à chaque fois a été décalé d'un trimestre à l'autre. On s'est inquiété pour le Q4, on s'est inquiété pour le Q1, et puis en fait, les marges sont là, tout le monde avait du pricing power... Parce que l'environnement était favorable pour les entreprises. La saison de publication à mi-année, c'est souvent la plus importante, la plus sympa, extraordinairement concentrée au mois de juillet. En 15 jours. Pourquoi elle est importante ? Parce qu'on est surtout des années, ça fait 3 années de suite, où on a des points de bascule ou des événements qui nous font changer potentiellement le scénario. Donc on a mi-parcours, on a des entreprises qui peuvent nous dire des choses sur le pilotage de l'année, et déjà une projection de sur l'année suivante. 2, en ce qui me concerne, le débat macroéconomique, il est intéressant, mais on tourne en rond depuis des mois, pas des semaines, des mois, sur inflation, taux d'intérêt, récession ou pas récession, oui, 2023, avant, peut-être, en Europe d'abord, mais on tourne en rond. Avec la micro, il y a autant d'histoires micro qu'il y a d'entreprises. Et on se nourrit de ça pour derrière construire les portefeuilles, puisqu'on investit non pas dans des concepts, mais dans des histoires d'entreprise. C'est là où on a envie, évidemment, de valider les choix qu'on peut faire. Donc vivement juillet. Ça commence à partir du 15 juillet. Et les nouvelles seront mauvaises, pardon. Et les nouvelles seront mauvaises. La question étant comment le marché va y réagir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on doit faire face à ça ? Enfin, c'est facile de dire des choses alors qu'on n'y voit rien depuis un moment, mais a priori, la micro de cet été va confirmer ce que dit la macro. Et on aura peut-être même des signaux avant-coureurs avec alors les réunions analystes ou les journées investisseurs qui sont organisées par les entreprises. Là, vous me signaliez qu'il y en avait quelques-unes qui arrivaient. Non, c'est trop tôt. L'objet d'un CMD, c'est pas de faire Capital Market Day. D'un Capital Market Day, d'une journée investisseur. L'objet n'est pas de faire un commentaire conjoncturel. Il y a des quiet periods sont faites pour être respectées. Donc tous ceux qui attendent
de savoir comment ça se passe en Chine depuis 6 jours ou 8 jours. Non, c'est comment ça se passera dans 5 ans. C'est plutôt des sujets stratégiques ou des sujets spécifiques. Ouais. On reviendra peut-être avec des exemples tout à l'heure. Ah ouais. Comment tout ça se traduit d'un point de vue macro, peut-être, Eric? Nicolas le dit très bien, on tourne en rond, toujours les mêmes sujets. Un coup, c'est l'inflation, un coup, c'est la croissance, les banques centrales. Ça n'a rien à changer. Et le marché montre bien, d'ailleurs, qu'il est très... C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'on a un problème d'adaptation de l'offre. Pardon, on a un problème d'adaptation des prix par rapport à une offre et une demande. Voilà. En fait, le prix, c'est juste la valeur par rapport à l'instant T d'une offre et d'une demande. On a considéré que, à juste titre, que le problème était problème d'offre pour le supply chain, le prix de l'énergie, enfin toutes ces choses. Et c'est exact. Mais il y a eu une conséquence aussi sur la demande, parce que la demande, le pouvoir d'achat était là, mais si vous ne pouvez pas consommer, et ça on ne peut pas maîtriser. On vient juste de se rendre compte que là où on achetait avant, on n'achètera plus forcément la même chose. Mais pas parce que vous avez moins d'argent. Parce que là aussi, si on ne peut pas vous livrer une voiture parce qu'il faut 2 ans, vous allez... Au bout d'un moment, vous achetez une voiture d'occasion. Vous partez en vacances. Oui, vous partez en vacances. Je pense que c'est ça qu'on a aussi du mal maintenant. Donc ça se complique, c'est que maintenant vous avez un problème structurel d'offres, enfin, dans la structure d'offres. Vous avez un problème maintenant dans la structure de demande. Et comme vous avez cette inadaptation, on n'arrive pas à avoir l'égalité entre cette offre et cette demande, eh bien, il y en a qui souffrent et il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Si vous avez les composants, vous êtes le roi du monde. Si vous vendez, vous avez fait des surstocks parce que vous pensiez que le consommateur allait toujours acheter ça, mais non, parce qu'entre-temps, il y a eu l'inflation pour les Américains, la guerre pour nous, ça a modifié. Donc, c'est pour ça que la macro, elle ne peut pas vraiment répondre à toutes ces questions. Simplement, c'est qu'on est en train de se poser la question, est-ce que si on rajoute ça, la finance qui était très en retard, la politique monétaire très en retard, il y a eu par rapport à cette inadaptation offre-demande, une hausse des prix généraux pour pouvoir adapter à peu près tout ça. Et donc, on a remonté les taux d'intérêt. Et la chose qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que cette remontée de taux d'intérêt va pas maintenant, à son tour, jouer sur maintenant les quantités d'offres et de demandes. En fait, c'est ça la vraie question. Donc, pour l'instant, comme on n'a pas de réponse sur la quantité d'offres et la quantité de demandes, si, on a une réponse sur la quantité d'offres, puisque ça s'améliore. La chaîne de production s'améliore. C'est la Chine qui... ça se détend. Ça se détend un peu, la Chine. Les industriels ont commencé à réadapter leur supply chain, leur façon de produire. Vous avez la relocalisation, donc on a un peu plus de visibilité. Sur la demande, on ne l'a pas encore. C'est celle qui va arriver pour pouvoir après avoir les résultats, anticiper les résultats des entreprises qu'on n'arrive pas pour l'instant à faire. Et j'allais dire... Qu'est-ce qu'on fait Non, mais la demande, c'est quelque chose qui peut très vite s'effondrer. Non, je ne crois pas. Non, je crois qu'elle est très... D'accord. Dans la demande, vous avez le pouvoir d'achat, mais vous avez l'envie. Et je pense que l'envie, elle est très, très forte. Donc, on a de l'épargne. Donc, il ne faut pas accorder trop d'attention, vous dites par exemple, aux enquêtes de sentiments, morale des ménages, du consommateur, parce que c'est vrai que c'est des sentiments qui sont bas, dégradés. Oui, mais vous avez un sentiment parce que, justement, vous n'avez pas forcément le désir en face. Vous avez le désir de consommer, mais si vous ne trouvez pas votre objet de désir... Enfin, vous êtes insatisfait. Voilà. Oui. Donc, je ne parle pas de la frustration de l'environnement, parce que l'environnement est loin d'être serein, ce qui nous fait dire que est-ce qu'on vaut 6.500 sur le CAC? Dans l'absolu, non, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'adaptation de cette macro et de cette micro. Et donc, pour vous, la demande est solide quand même encore aujourd'hui? Oui. Et dès qu'on aura retrouvé un certain équilibre, parce qu'on va puiser sur cette épargne, et quand vous avez moins d'épargne comme aux États-Unis, et que les marchés financiers étaient très chahutés, vous allez apercevoir qu'il serait peut-être au moment de retravailler. Vous avez le taux de population, le taux de participation qui augmente, et vous allez retravailler. Vous limitez la hausse de salaire aux États-Unis, du coup, et vous retrouvez un certain équilibre. Il faut retrouver on est juste dans une marge où retrouver un certain équilibre. Ouais. Parce qu'on a eu quand même un grand choc à absorber. Oui, un, voire plusieurs concentrés en 2 ans. Il y a des signaux de détente, d'amélioration sur l'offre, là, quand on écoute les entreprises. Par exemple, je voyais certains prix de semi-conducteurs, de fret, des délais également, qui semblent baisser un petit peu. On a des signaux de détente. Maintenant, il y a encore quelques tensions qui apparaissent, sur l'agriculture notamment. Ouais. Donc, on a substitué des pénuries sur certains pans pour en mettre un petit peu ailleurs. Donc,
effectivement, je pense que ça, c'est pour peut-être la demande consommateur. Là où aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus de visibilité sur la demande, c'est sur la demande des entreprises. Parce qu'en fait, les entreprises sont aussi des consommateurs, d'une certaine manière. Elles ont besoin de s'adapter. Elles ont besoin de s'adapter au monde digital. Elles ont besoin de s'adapter aux normes environnementales. Et que ça, avec un certain nombre d'aides, et ça va flécher quand même un certain nombre de dépenses. Donc vous n'êtes pas inquiet sur les CAPEX, les intentions d'investissement des entreprises? Sur certains types de CAPEX. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une adaptation forcée. Donc aujourd'hui, moi, quand je regarde le marché, je me dis, à choisir, je préfère aller investir dans un producteur de câbles ou dans de l'infrastructure de réseau, l'exemple que je vous ai donné, parce qu'on ne fera pas de transition énergétique sans refaire tous les réseaux, parce qu'on est en train de transformer une production électrique continue par une production électrique intermittente et décentralisée, alors qu'avant elle était centralisée. Et tout ça, et pour faire ça, il faut changer les réseaux, il faut refaire, et donc pour ça il faut des câbles. Donc pour moi, pour des valorisations qui restent encore abordables, on a un investissement quasiment évident. Et en fait, le thème des CAPEX industriels, là, pour exactement. vous, c'est... Dans le CAPEX industriel, il y a un certain type de CAPEX pour la suite. Que je trouve assez visible. Et quand vous disiez, il n'y a rien qui a changé depuis le début de l'année, si, il y a quand même quelque chose qui a changé, c'est la valorisation des marchés. En Europe, de manière agrégée, on est revenu sous les niveaux moyens. Alors, je ne ferai pas attention à ça parce que je pense que ça peut être un peu trompeur. Mais néanmoins, quand on regarde, y compris les valeurs de croissance, elles ont fortement corrigé. Oui. Donc, quand on dit qu'est-ce qui a changé l'environnement, oui, les valorisations. Alors, elles restent sans doute un petit peu tendues sur la partie des valeurs de croissance, mais on a quand même corrigé sans doute une grosse partie de l'excès. Donc, je trouve qu'il commence de ce point de vue-là, pour un investisseur de moyen terme, même si on manque de visibilité encore à court terme, vous dites, les prix des valorisations permettent de se projeter à nouveau sur des horizons moyen-long terme. À court terme, ça a jamais, la moyenne n'a jamais constitué un plancher, sinon ce ne serait pas une moyenne, ce serait un plancher. Donc, une moyenne est faite pour être traversée, mais néanmoins, nous, on était très mal à l'aise pour investir depuis 2-3 ans parce qu'on était sur des valeurs qui étaient bien au-delà, et pour des raisons d'environnementaux. Donc, si on commence à se dire finalement, la Fed, et c'est un peu ce qu'a fait remonter les marchés il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, on s'est dit, finalement, on est en train de passer le pic d'inflation, et donc on va avoir le pic de resserrement monétaire à l'automne. Le fait de se dire, on a le pic parce que derrière, en fait, l'économie est en train de se dégrader, donc il n'y aura pas de capacité à resserrer plus les taux. Finalement, on se dit, ça y est, on a touché le pic sur les... Et donc, on n'a plus de raison de dévaloriser encore les multiples. De dégonfler la bulle de valorisation. Bon. Et ce qu'on a vu au cours du mois dernier, ce qui était encore marrant, c'est que c'était bien encore cette normalisation des valorisations qui était en cours, avec les titres qui ont le plus baissé, les titres qui étaient relativement très chers, la consommation durable, la santé, et de manière anecdotique, la Suisse, qui était un marché qui était avec des valorisations, qui avait fait office de valeur refuge jusqu'à maintenant. Bon. Le scénario d'un pic d'inflation est à confirmer. On verra, on aura l'inflation américaine en fin de semaine pour le mois de mai. Si on revient aux entreprises, Nicolas, alors vous le disiez, il y a des Capital Market Day, CMD, là, qui arrivent. Donc l'objet de ces réunions, journées investisseurs, c'est pas le trimestre qui vient, c'est plutôt la vision à 2, 3, 4, 5 ans parfois pour certaines entreprises. Qu'est-ce qu'on attend concrètement là? C'est quoi les rendez-vous qu'il va falloir suivre? Il y a 2 sujets. Les sujets stratégiques qui vont être traités? Il y a deux thèmes qui vont intéresser, je pense, nous trois autour de cette table. Demain, c'est effectivement dans le groupe Kering qui tient sur 2 jours une journée investisseur. Premier jour, le thème, c'est Saint-Laurent. Le deuxième jour, c'est Gucci. Alors, évidemment, d'autres thèmes navigueront autour de ces 2 éléments centraux. Pourquoi Saint-Laurent? Parce que c'est une marque qui a un potentiel significatif. Donc, la musique qu'on entendra, c'est probablement quelque chose qui a déjà été dit par le groupe. Un potentiel de méga brand, de marque à 5 milliards, ce qui supposerait un doublement du chiffre d'affaires. Le groupe est bien parti pour ça. Il y a des précédents chez d'autres acteurs. On connaît en particulier dans le cas du groupe LVMH derrière Louis Vuitton, Dior joue exactement ce rôle-là depuis 5 ans. Et puis le sujet le plus
qui soulève le plus d'interrogations, c'est celui de Gucci, parce que c'est quasiment 80% de la marge. Ouais. Et c'est une marque qui a un comportement qui suscite une décote du titre justifiée, selon nous, parce que sa performance est volatile, d'une part. Et puis, il y a un certain nombre de points qui ont été soulevés par les dernières publications. C'est le comportement relatif médiocre en Asie-Pacifique. De la marque Gucci. De la marque Gucci. Ouais. Or, il y a eu une période de très grande désirabilité de la part du consommateur chinois, la consommatrice en particulier, pour la marque Gucci. Et puis, un déclin relatif aussi dans le chiffre d'affaires de la maroquinerie, qui est quelque chose au contraire, qui est le point fort d'autres groupes, Louis Vuitton évidemment et Hermès, mais aussi chez Saint-Laurent. Donc il y a des sujets, on va dire, stratégiques, et puis des sujets tout à fait spécifiques qui permettent de donner une expression concrète de comment une entreprise s'adapte, évidemment dans un contexte que fera le consommateur chinois, et est-ce que la demande américaine est toujours bonne, et si on en croit ce que disait Rémi Cointreau à la fin de la semaine dernière, le consommateur américain sur des produits high-end, haut de gamme, est toujours là, de même qu'en Chine d'ailleurs. Moi, j'ai écouté le patron de Richemont il y a une paire de semaines. Il avait une tonalité différente. Ah bah, il est ultra pessimiste. Je prends l'extrême inverse, d'une certaine manière. Il dit que le consommateur chinois, en gros, s'en remettra pas. Enfin, il pense que l'économie chinoise va souffrir beaucoup plus longtemps que ce qu'on imagine. Et quand il dit l'économie chinoise, pour lui, il pense bien à son consommateur chinois. Et il dit l'appétit de consommation, la revanche, ça va une fois. Là, il pense que le consommateur chinois manquera sans doute d'enthousiasme une fois que la situation sanitaire sera stabilisée. Et je ne vais pas prétendre avoir une meilleure réponse que lui. Mais ce qu'on entend dire depuis une semaine, alors là on est sur du très court terme, c'est que cette envie de revanche, elle est là. Ce qui était dit tout à l'heure, il y a aussi, de façon stupéfiante, des envies, un besoin de consommer, un besoin de voyager. On a dit des tas de choses, on ne voyagerait plus, évidemment, parce qu'on resterait scotché par notre mauvaise conscience. La réalité, c'est qu'on a une envie furieuse de meet friends and family, de s'amuser, de voyager, de découvrir. Oui, parce que notre revenu disponible, il est préservé. De ce contexte. Le consommateur chinois, il n'a pas forcément bénéficié des mêmes largesses. La demande chinoise, elle n'a pas été soutenue de la même manière. Il s'est pris en plus un choc immobilier, quand même, un effet richesse. Il n'a pas quitté le pays depuis 2 ans. Oui. Il n'a pas quitté le pays depuis 2 ans. Enfin, l'aventure était extraordinaire. C'était aller à Hainan pour faire des courses et un peu du divertissement. Donc, non, je n'ai pas été en Chine. Mais je pense que le chinois n'est pas différent. Il y a une réserve de consommation qui reste importante, d'autant plus qu'elle n'a pas été démesurée ces 2 dernières années. C'est un peu la question qu'on se pose à mi-année, là. Est-ce que la Chine, alors, on attendait beaucoup de la Chine en début d'année. On a été très vite déçus de la situation en Chine, évidemment, avec une situation sanitaire qui se refermait. Est-ce que maintenant, la Chine peut redevenir une source d'espoir, déjà pour l'économie chinoise en tant que telle, mais plus généralement pour l'économie mondiale, pour nos marchés? Non, faut pas. Je suis pas apte à parler ce que je pense. J'ai jamais été pour investir sur le marché chinois parce que c'est pas un catalyste qui peut modifier quelque chose. C'est un catalyste énorme pour le système capitaliste parce qu'il n'y a pas une société qui se posait pas la question pour la Chine, mais c'est du passé en fait. C'est toujours par rapport à la Chine, mais maintenant c'est dans l'envers. C'est-à-dire comment on a besoin de sécurité. De sécurité de chaîne d'approvisionnement, sécurité dans sa consommation. Donc en fait, vous avez une relocalisation du capitalisme mondial. Ouais. Donc la Chine, en plus, elle a un besoin énorme, c'est de redevenir plus autonome et de modifier son système plus vers la consommation et moins de dépendre des commandes du reste du monde. Elle a cessé de nous exporter sa désinflation. Donc non, je pense que la Chine n'est plus... Alors, c'est important quand vous êtes comme nous dans le luxe, vous avez plein de valeurs de luxe, la question se pose. Je crois que la réponse, je pense que le consommateur chinois sera toujours dans le luxe. C'est toujours un problème de demande. Gucci, je pense que c'est un problème de demande, mais de la marque. De positionnement de la marque, d'accord. Mais je suis passé.
Je ne sais plus du coup ce que... Non, la Chine, est-ce que ça peut être une source d'espoir pour l'économie mondiale, une relance chinoise, une réouverture de la Chine? Est-ce que... Non, je ne crois pas. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui. Non. Après, moi, ce qui m'importe, je voudrais bien reprendre l'exemple que vous donnez, Grégoire, c'est le riche monde. Oui. Le PDG, c'est pas. Enfin, je veux dire, il est très, très, très pessimiste, et puis certains d'autres sont très optimistes. Par contre, le marché, lui, il va pas dans la dentelle. C'est-à-dire qu'il massacre tout. Donc, notre job à nous, c'est de savoir s'il n'y a pas toujours une sanction excessive, en fait. Il a tellement été pessimiste qu'on est allé descendre vraiment très, très, très bas. Et entre-temps, le marché a repris 15-18%, je crois, par rapport à ses plus bas, juste en quelques jours. C'est juste pour dire que même quand vous n'avez pas la certitude d'un micro ou macro, ne serait-ce que la réaction qui est un peu excessive à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une période d'ajustement. Comme personne ne sait, c'est ou blanc ou noir. Et donc c'est ou moins 20 ou 0. Et il y a encore donc plein de choses à faire sur les marchés, même quand vous n'avez aucune visibilité. C'est ça que je voulais dire. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de supporter effectivement ces coups de barre d'un côté et le retour de bâton en quelques semaines. Quoi. Oui. Et en profiter. Oui, bien sûr. En fait, il n'y a que ça qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas de visibilité plus que ça. Donc, il faut essayer de bien comprendre ces entreprises. Alors, on ne peut pas comprendre mieux que le PDG, mais et savoir si la sanction du marché n'est pas excessive, eu égard les informations qu'on possède. Dans l'idée de la recomposition des chaînes de valeur aussi, alors j'entends l'idée de relocalisation. Janet Yellen commence à développer l'idée de friendshoring. C'est-à-dire que le but n'est plus de rapatrier forcément sur son propre sol ces chaînes de production, mais de les rediversifier dans le monde ami. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. C'est pas un coup d'arrêt brutal à la mondialisation. On essaye de garder quand même les bénéfices de la réduction des coûts à travers la mondialisation, mais plus forcément dans les mêmes pays. Je pense qu'effectivement, c'est une tendance qu'on est en train de se mettre en œuvre. Ce qu'on oublie de dire, me semble-t-il, c'est que tout comme la transition énergétique, c'est inflationniste. Mais oui. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on avait optimisé les chaînes de production pour avoir un centre de production efficient qui distribue dans le monde entier. À partir du moment où vous dupliquez les centres de production et donc qui auront forcément un taux d'utilisation qui sera moindre que le premier, nécessairement, ça va composer, ça va apporter de l'inflation. Et donc, là où je trouve qu'il y a un débat intéressant en ce moment, c'est de dire où va se stabiliser l'inflation. Et je crois qu'aujourd'hui, alors encore une fois, je ne suis pas économiste, mais de manière complètement intuitive, quand je vois la transition écologique, que je vois ce genre de mesures, je me dis, penser qu'on reviendra à une inflation telle qu'elle était avant, non. À 1%, non. Donc la question, c'est 2%, ça serait de la chance. Moi, j'aurais tendance à penser qu'elle était un tout petit peu au-dessus de la période précédente ou de la moyenne précédente. Simplement pour des raisons qui tiennent à ce genre de mouvement. On a été sous 2% pendant 10 ans. On peut très bien imaginer plusieurs années pendant lesquelles alors on serait à 2%, mais toujours avec le risque d'être plutôt au-dessus que... Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de refaire, c'est quelque part de déconstruire ce qu'on avait fait. Alors la transition énergétique, c'est encore différent, parce que là, il va y avoir une grosse adaptation. Mais quand on duplique des chaînes de production, alors que économiquement, il n'y en a pas le besoin... Il n'y en a pas le besoin économiquement, ça marche aujourd'hui. Parce que ce n'est pas pour faire de la croissance. On ne parle pas de chaîne pour faire de la croissance. On parle de chaîne de substitution. Oui. De sécuriser et de sécurisation. En fait, c'est ça le maître mot. C'est-à-dire que pendant des décennies, c'était le prix. On se battait. Et on s'est aperçu que le prix, c'est bien quand on peut se battre, mais la sécurité, c'est encore mieux. Parce que si vous ne pouvez pas délivrer au client, vous êtes juste mort. Donc, parce que vous ne pouvez pas délivrer. Donc, on est en train de repricer la sécurité. Donc, on s'en fout un peu du 10% supplémentaire, si vous l'avez. En fait, c'est ça l'histoire. Et donc, on va vivre maintenant avec une inflation plus importante parce que la guerre des prix, c'est plus ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va reproduire dans des zones amies, parce qu'on s'est aperçu d'une chose fondamentale, c'est que on croyait que le politique mort, mais non, il est revenu. Le Covid, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui vous dit, non, on arrête de jouer. Bon, c'est ça. La guerre en Ukraine, non, tout allait bien. Non, mais moi, j'ai décidé d'envahir. Boum. Donc, il faut reproduire dans des zones relativement sécurisées
en maîtrisant un temps soit peu le politique. Donc c'est ça qui se passe. C'est le Frenchoring, comme Voilà, le c'est ça. décrit Donc ça, c'est un coût. C'est un coût. Mais c'est un coût parce que c'est beaucoup plus important que de se battre pour 3-4%. C'est de la souveraineté. Voilà. Mais là-dessus, Grégoire, la globalisation, le pic de la globalisation, c'est plutôt 2008. Oui. Les années Trump. Si on prend la part des exportations dans la création de richesses, oui, effectivement, ça baisse depuis 2008. Oui, et puis le concept de la Chine, c'est l'atelier du monde. Je produis en Chine pour vendre en Chine, mais surtout pour vendre Parce que la part ailleurs. bien manufacturé, Voilà. on va de plus en plus vers des économies de services aussi. Ce que j'ai retenu de discours de dirigeants qui concrètement derrière, nous on discute dans des studios, les économistes aussi parlent, mais concrètement, lorsqu'il s'est agi de se diversifier en termes de production, de sourcing de la Chine, pour aller où? Parce que ce qui nous apparaît sûr aujourd'hui, est-ce que ça sera sûr demain? Au sujet de ces problématiques l'ambiguïté politiques. du concept de Frenchoring. Qui est ami aujourd'hui, qui sera ami demain? Le Venezuela n'était pas ami hier, il est à nouveau ami aujourd'hui parce qu'il faut mettre un peu de pétrole. pétrole. Si tout le monde va au Mexique pour servir le marché américain ou en Europe de l'Est, tout ça c'est un peu un éternel recommencement. Et ce que disaient certaines entreprises qui me frappaient, c'est que le coût de production chinois, c'est une chose, mais l'efficacité du produire juste à temps, dans les temps, et de la logistique, de l'acheminement, est quelque chose qui est un savoir-faire qui ne s'improvise pas. Non. C'est extrêmement long, hein. C'est extrêmement long. Et les entreprises vont y réfléchir à deux fois, parce que, comme le disait Gilles tout à l'heure, c'est très bien, mais une fois que j'ai mis du capex pour faire une usine, je sais pas, en Europe de l'Est, et si l'Europe de l'Est est tout d'un coup une zone qui est susceptible d'être envahie par, je sais pas quoi, les chars russes, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est notre problématique depuis un moment, c'est qu'on défait ce qui a été construit pendant des années, et on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Ce qui m'intéresse aussi, là je regardais dans le secteur automobile, on montrait notamment donc, le constructeur chinois BYD là, reprend le lead sur Tesla sur le marché chinois. Évidemment, il est local. La production a été arrêtée à Shanghai. Les livraisons de Tesla en Chine se sont écroulées là, sur les quelques dernières semaines, alors que pour BYD, ça continue. Et on voit aussi dans la stratégie de BYD de plus en plus une intégration verticale jusqu'à la production des métaux essentiels à la construction des batteries électriques, à savoir notamment le lithium. C'est-à-dire une intégration qui va jusqu'à déployer des investissements en plusieurs milliards de dollars vers des mines, vers des installations de raffinage de métaux. On le voit aussi dans les semi-conducteurs. STM veut être indépendant, en tout cas à 40%. C'est l'objectif en approvisionnement en carbure de silicium. C'est nouveau, cette idée de réintégration verticale quand même par ces industries. Partiellement. J'ai eu la chance de pouvoir visiter les usines de BYD en 2010. Ouais. Et j'avais été très surpris par le modèle des constructeurs chinois. On avait participé justement à une visite de société, c'était sur le thème de l'automobile. On avait vu des constructeurs européens, des constructeurs chinois. Et le modèle chinois était très différent du modèle européen qui fait appel à beaucoup de suppliers, de fournisseurs extérieurs. Les Valeo, les Bosch de ce monde. J'avais été très surpris parce que chez BYD, en l'occurrence, ils en étaient à produire, y compris leur durite. Tout est intégré ? Et ils avaient une approche qui était très intégrée. Et ce qui me laissait penser à l'époque qu'à un moment donné, ils allaient peut-être arriver à un âge de maturité pour aller... Et c'est pas ce qu'on observe. Mais ils étaient restés... Ils avaient un modèle à l'époque qui était complètement différent. Donc en fait, aujourd'hui, ils sont juste dans la continuité du modèle qu'ils ont actuellement. Ouais, je comprends. Bon. Oui, mais ça pose la question de savoir s'ils ne sont pas en train de prendre une longueur d'avance, parce que ça doit faire réfléchir d'autres constructeurs. Si la bataille demain, c'est la batterie, c'est le lithium... Mais ils l'ont, la longueur d'avance. D'accord. Les Chinois l'ont. Oui. Et la question, est-ce qu'ils ont une longueur d'avance? Pas nécessairement, parce que c'est quand même Encore une fois, hein, si on pense que c'est quand même une industrie où il y a besoin de volume, ils ont leur marché, hein. Alors, ils ont leur marché. Ah oui. Mais si en face de ça, les concurrents, s'ils veulent arriver en Europe, mais si vous avez une alliance de constructeurs européens ou de constructeurs mondiaux qui s'adressent, les coûts ne peuvent être que meilleurs. D'accord. Donc, c'est quand même une industrie, et c'était, je veux dire, la dernière. On pourra sécuriser entre constructeurs européens, sécuriser nos approvisionnements en lithium. Mais c'est ce qui s'est passé sur les batteries. C'est ce qui s'est passé sur les batteries. Mais je veux dire, la raison du deal
Peugeot Fiat, qui a créé Stellantis, c'était bien une question de volume. L'industrie automobile, c'est une question de volume. Donc, vouloir avec BYD, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça sera, si on est sur 3-4 millions de véhicules, ça sera un maximum. Je veux dire, vous n'avez pas les volumes aujourd'hui d'un Volkswagen ou même d'un Stellantis qui sont de la des millions. Or, c'est quand même des industries où c'est le volume qui fait la marge. Bon, sauf si on est dans le luxe. La valorisation boursière pour l'instant. Sauf si on est dans le luxe, où là c'est un peu autre chose. Ouais. Je veux dire, Mercedes a une autre problématique. Mais si vous voulez être sur du grand public, il faut avoir du volume. Bon, petit tour de table rapide, là. Où est-ce qu'on en est sur le plan de l'investissement? Qu'est-ce qui guide aujourd'hui l'investissement, tactiquement, stratégiquement? Gilles? Ce dont je vous faisais part précédemment, je pense qu'effectivement, le CAPEX des entreprises, les dépenses d'investissement des entreprises, pour moi, c'est une piste de réflexion. Je cherche à regarder où on peut se prémunir de l'inflation, donc des sociétés qui ont été très fortement chahutées depuis plus d'1 an. Ça fera 1 an au mois d'août, où on a eu le pic. C'était les sociétés de paiement qui sont revenus à des niveaux de valorisation. Je pense notamment à Nexi, Worldline, Adyen, parce qu'il y a un profil de croissance bien supérieur, a toujours des valorisations élevées. Mais on est revenu sur des valorisations qui sont en ligne avec celles du marché, avec des sociétés qui, par nature, sont immunes à l'inflation, parce qu'en fait, elles prennent un pourcentage de ce qui est la facturation. La facturation. Oui. Et comme on est toujours dans un mouvement de transfert des transactions cash vers du transaction digitale, je pense que c'est un segment qui retrouve de l'intérêt et sur lequel on peut craindre les disruptions, mais en réalité, ça sera difficile de déplacer les transactions chez les boulangers, chez les artisans. Or, aujourd'hui, pour Nexi et Worldline, c'est quand même une grosse partie de leur clientèle. Et on a toujours un marché européen qui est en consolidation. Donc ça, c'est des choses que j'aime bien et qu'on regarde de près. Donc ce type de choses, je pense que sur les banques, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Si on ne part pas dans un mouvement récessionniste, on a quand même, au cours des 3 prochaines semaines, des taux qui vont revenir, des taux courts qui vont revenir à zéro. Ce qui est quand même un boost énorme. Une première depuis 8 ans, oui. Pour les earnings des banques, pour les résultats des banques. Et donc ça, je pense que ça va être un facteur. Les cours boursiers des banques ont complètement décroché de la remontée des rendements obligataires. C'était très, très bien corrélé. Et puis avec la guerre en Ukraine, ça a donc complètement... aujourd'hui, les banques, voilà. Et donc je pense que les banques, ça va être quelque chose à regarder peut-être pour le début de trimestre. Bon, sur le plan de l'investissement, Nicolas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit? tenir le coup jusqu'à cet été pour... y voir plus clair. Non, mais pour avoir un biais offensif, un biais optimiste. Le marché est dans un long processus il cherche à faire un bottom, un premier signal en mars, un deuxième signal au mois de mai. Je n'en sais rien sur la suite. Non, mais on est plutôt en train d'avancer vers quelque chose de plus constructif. Oui. Un deuxième semestre plus constructif avec... je ne vais pas vous surprendre, puisque les valeurs de croissance ont pris un coup et des corrections de l'ordre de, on va dire, 25 à 30%, sans prendre les extrêmes, aller faire des courses dans cet univers-là, aller chercher des histoires aussi comme Sika, c'est une valeur industrielle, mais en réalité, elle a tout d'une valeur de croissance. Et puis, dans les thématiques pour le deuxième semestre, se laisser accorder plus de temps à la musique chinoise, allemande, mid-cap, des segments abîmés. Alors là, on parle de choses qui sont abîmées à 40%. C'est plutôt 40%. Évidemment, il y a des choses à moins 60%. Mais l'Allemagne, l'Allemagne, c'est l'enfant malade de l'Europe. Enfin, excusez-moi, mais le reste de l'Europe n'est pas exagérément sexy. Donc au moins en Allemagne, on prend les coups et on serre les dents. Et il y a toujours des savoir-faire. Donc ça va un peu de pair, évidemment, Allemagne et Chine. Et pour aller même un cran plus loin, peut-être s'intéresser aux émergents, qui, au-delà de la Chine, en fait, sont restés à l'écart de l'année dernière, de la hausse, et cette année ne performent pas bien. Conclusion avec vous, Eric? Moi, je pense qu'il faut rester très opportuniste et puis avoir un cœur de portefeuille très diversifié. Je n'ai pas de stratégie parce qu'il faut laisser le marché trouver un équilibre et surtout la macro trouver un équilibre. Et puis,
Et puis, être contrariant quand le marché est excessif. Donc, il faut un volant de trésorerie assez Tactique, élevé. court terme, mais on ne ouais. s'enferme pas dans Non. une stratégie Non, je crois pas. moyen-long terme. Mais bon, Ouais. enfin, voilà ce qu'on fait, nous. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Éric Venet, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Nicolas Brault, directeur associé chez Autingre, banque privée. Et Gilles Guibout, responsable des actions européennes d'AXA IM, étaient avec nous en plateau.